Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, auquel je souhaite associer notre commission de la Défense, je souhaite à mon tour rendre hommage à la mémoire de nos soldats disparus tragiquement dans l'accident d'hélicoptère qui est intervenu au Sahel, alors qu'ils étaient engagés en plein combat contre des groupes djihadistes armés. Chers collègues, une fois de plus, nos forces paient un lourd tribut à cette guerre qu'avec un courage et une abnégation sans limite, elles livrent pour notre sécurité, celle des Français, mais aussi celle de toute l'Europe. Nos pensées douloureuses vont évidemment aux familles de ces héros, à leurs camarades de Pau, de Gap, de Vars, de Saint-Christol, mais aussi à toutes les forces engagées au sein des OPEX qui, chaque jour, partent en mission sans savoir si elles rentreront le soir. Avec une émotion toute particulière, nos pensées et notre affection vont ici à notre collègue, à Jean-Marie, qui nous parlait si souvent de ce fils tant aimé dont la vocation était le service de la France. Écoutons le message de son père hier soir. Nous sommes dévastés, mais nous sommes fiers de lui. Car en vérité, ces 13 soldats n'étaient pas là par hasard. Ils avaient choisi cet engagement au nom des valeurs auxquelles ils croient, auxquelles ils croyaient. En cet instant, nous ne leur devons pas de polémique, nous leur devons respect, recueillement et reconnaissance. Ici, au Sénat, viendra sûrement le temps des interrogations. Elles sont légitimes. Peut-être aussi faudra-t-il un débat. Mais aujourd'hui, nous savons que face à une extension de la menace djihadiste vers les pays voisins, notre présence militaire est indispensable. Je dirais même qu'elle est incontournable. Car sans sécurité, inutile de croire au développement ou à plus de présence sur le terrain d'un État malien déjà si défaillant. Mais nous savons aussi que cette mission, sur un territoire grand comme l'Europe, nous ne pouvons l'assurer seuls. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, des pays nombreux nous aident déjà, mais ils nous aident insuffisamment. Alors, à la veille de plusieurs sommets des nations occidentales, européens, OTAN, pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, pouvoir mobiliser plus encore nos alliés européens et occidentaux afin qu'ils nous aident encore plus efficacement et qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais? En d'autres termes, pour que Pierre-Emmanuel Bockel et ses compagnons d'infortune ne soient pas morts pour rien. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Cambon, je n'ai rien à ajouter à l'essentiel de la question et de l'intervention que vous venez de prononcer. Je mesure l'émotion de l'ami et la parfaite compréhension que vous avez de l'ensemble de ces sujets compte tenu des responsabilités que vous exercez au sein de cette Assemblée. Vous connaissez les militaires français, vous les voyez régulièrement, vous les auditionnez ici, vous les saluez sur les théâtres d'opérations extérieures avec beaucoup de sénateurs. J'allais dire, vous partagez, non pas du tout en termes de combat, mais vous partagez avec eux la réalité de ce que sont les opérations extérieures, le sens de l'engagement profond et en même temps la très grande simplicité dans les rapports humains qui prévaut généralement lorsqu'on rencontre celles et ceux qui servent sous les drapeaux français. Bref, Monsieur le Président, comme beaucoup d'entre nous ici, vous les aimez. Et donc la perte de 13 hommes est évidemment quelque chose qui entraîne la tristesse et à certains égards une forme de désarroi. Une forme seulement. Car vous l'avez dit, nous sommes au Mali pour d'excellentes raisons. Nous sommes au Mali pour garantir la sécurité de la France, pour accompagner des États qui sont des États partenaires et amis. Nous sommes au Mali parce qu'une décision politique a voulu que nous soyons au Mali. Et comme toute décision politique, il est bien naturel que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat la discutent, l'interrogent, ce que vous faites depuis longtemps et ce que vous continuerez à faire. Et il est légitime, normal, sain, dans une démocratie qu'il en soit ainsi. Vous l'avez dit également, Monsieur le Président, nous devons faire en sorte
que la France, qui n'est pas seule au Mali, puisse être plus accompagnée encore. Faire en sorte que les mandats de l'ensemble des structures qui interviennent soient probablement mieux coordonnés. Faire en sorte que les objectifs politiques et opérationnels soient adaptés au fur et à mesure que la menace mute et se transforme. Il appartiendra au président de la République de s'exprimer après le temps du deuil sur ce que nous pouvons faire pour convaincre nos alliés, nos amis européens, que l'intérêt de l'Europe se joue aussi dans cette région. Et il appartiendra à l'ensemble de la communauté nationale, à l'ensemble des acteurs du débat public, de convaincre nos partenaires sur place, les États du Sahel, qu'une partie décisive de la solution est dans leurs mains, que la réconciliation nationale au Mali, la reconstitution de l'armée nouvelle, comme on dit parfois au Mali, sont des conditions indispensables du retour à la stabilité, de la préservation de la stabilité et du développement, que l'engagement de l'ensemble des États et le fait qu'ils assument avoir besoin de nous ou d'autres pour garantir cette stabilité soient toujours pris et toujours formulés. C'est un combat difficile, je le disais tout à l'heure au sénateur Alain Richard, et c'est un combat qui est long, et nous le savons. Il faut donc formuler politiquement les objectifs, après débat, convaincre nos alliés et être au secours, au soutien, toujours, des femmes et des hommes qui s'engagent sous les drapeaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nos forces armées viennent de subir la perte tragique de 13 militaires d'élite en action de combat au Mali. Nous nous inclinons devant leur sacrifice et nous rendons hommage à leur courage, qui est celui de tous les hommes et femmes sous nos armes. L'opération dans laquelle nos soldats sont engagés a été autorisée par le Parlement, conformément à la Constitution, et nos commissions en sont tenues informées. Elle est légitime, décidée en plein accord avec les autorités du pays, et elle apporte un appui décisif à la force des Nations Unies qui est chargée d'œuvrer à la stabilisation du Mali. Nous déplorons intensément la perte dramatique de ces hommes de valeur, mais nous devons aujourd'hui voir aussi le sens authentique de cette action, de leur action, celui de l'action internationale de la France. Il est important que vous redisiez aujourd'hui devant le Sénat, Monsieur le Premier ministre, les actions déjà menées par nos forces contre nos ennemis dans le Sahel, le concours que nous apportent les nations partenaires et la coopération développée avec le Mali et ses voisins pour construire la paix dans cette région qui importe tant à notre sécurité. C'est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, avant de répondre à la question que vous posez, je voudrais, vous en doutez bien, m'associer au message de respect et de tristesse que vous venez de formuler à l'attention de nos compatriotes qui servent sous les drapeaux, à l'attention de leurs familles, de leurs compagnons d'armes, à l'attention de tous ceux qui mesurent, parce qu'ils les connaissent et parce qu'ils en sont proches, le sacrifice qu'ils sont susceptibles de faire et l'engagement qui est l'engagement de toute une vie qu'ils réalisent en servant les armées françaises. Je le dis, Monsieur le sénateur, à quelqu'un qui le sait mieux que d'autres, compte tenu des fonctions que vous avez exercées, nous pouvons être fiers de nos forces armées. Et je le dis avec un profond respect et une immense admiration au Sénat, alors que nous savons tous que les 13 morts que nous devons déplorer dans cette opération de combat au Mali touchent particulièrement cette maison, cet hémicycle, en la personne de votre collègue, de notre ami, Jean-Marie Bockel. La France se bat au Mali.
Plus exactement, comme j'ai souvent l'occasion de le dire la France se bat au Mali, c'est dire en vérité des hommes et des femmes se battent au Mali, pour la France, pour y défendre sa sécurité, pour garantir la stabilité d'États amis, alliés et partenaires. Elle se bat au Mali depuis que le précédent président de la République a considéré qu'il était de l'intérêt de la France d'aller stopper cette avancée vers Bamako qui menaçait de déstabiliser une région et de permettre la constitution d'une zone de non-droit dans laquelle, nous le savons, des groupes armés terroristes se seraient organisés afin de pouvoir ensuite déstabiliser pas seulement la région, mais notre pays, y compris par des actions terroristes. Des hommes et des femmes se battent donc au Mali, d'abord dans le cadre de l'opération Serval, puis dans le cadre de l'opération Barkhane. Le sens de cet engagement, il est rappelé régulièrement. Et je voudrais indiquer deux choses très brièvement. D'abord, le fait que la France n'est pas seule. Elle est la première puissance par la force, la capacité numérique de son engagement, par la compétence des forces armées qu'elle déploie sur ce territoire. Mais elle n'est pas seule. Et bien d'autres nations participent, soit dans le cadre de la MINUSMA, soit dans le cadre des opérations organisées avec les États de la région, qui sont actifs dans ce processus, soit encore dans le cadre de l'opération dite EUTM, où des États de l'Union européenne participent à ces opérations. Participent-ils assez? C'est une question délicate. Et nous avons, à l'évidence, un travail de conviction à mener avec nos partenaires européens et au-delà avec nos alliés sur l'intérêt commun que nous avons à faire prévaloir des zones de paix et de développement dans la bande du Sahel, sous peine d'avoir à subir chez nous, en Europe et partout dans le monde, la déstabilisation que j'évoquais précédemment. Nous devons, et c'est l'objectif qui est fixé aux forces armées françaises qui participent aux opérations, nous devons déstabiliser les groupes armés terroristes. Nous devons déstabiliser leurs caches d'armes, leurs routes d'approvisionnement. Nous devons réduire leurs points forts. Nous devons accompagner les armées des États concernés, et notamment ceux du G5 Sahel, dans la montée en puissance indispensable pour garantir la paix. Et nous devons aussi, nous le savons parfaitement, ça n'est pas facile, faire en sorte que le combat ne soit pas simplement militaire, car le combat militaire est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour régler des questions qui se posent parfois depuis très longtemps dans cette région. Il y a donc tout un travail de stabilisation politique qui revient souvent aux États concernés et de développement économique, de perspectives pour l'ensemble des populations. Ce que je veux dire, monsieur le sénateur, en vous répondant ainsi, c'est que le combat que nous livrons est un combat militaire dur et risqué. Tous ceux qui servent dans les armées françaises savent le risque auquel ils s'exposent. Parfois, dans la vie civile, et je ne parle pas de cette Assemblée, bien entendu, mais parfois, dans la vie civile, on oublie les risques auxquels s'exposent nos soldats. On ne les voit pas très bien, on ne les mesure pas complètement. Tous ceux qui s'engagent sous les drapeaux les connaissent. Ça ne rend pas le risque moins intense et ça ne rend pas le chagrin moins fort. Mais c'est un risque qui est connu et que prennent consciemment des jeunes gens au service de la France. Nous devons en être fiers et les célébrer. Nous devons accompagner ceux qui restent, les conjoints, les enfants, les parents, les accompagner de la chaleur de notre fraternité. Et nous devons savoir que ce qui se joue là-bas est important pour nous ici et que ce combat sera long et difficile. L'honneur d'une démocratie, c'est de faire en sorte que le pouvoir politique choisisse d'engager des troupes sur un théâtre d'opérations étranger lorsqu'il considère que c'est nécessaire. C'est une lourde responsabilité et elle a été lourde pour tous ceux qui ont exercé ces choix. L'honneur d'une démocratie, c'est aussi de dire la fierté que représentent pour nous tous ces hommes et ces femmes. Et j'ai bien conscience, Monsieur le Président, qu'en disant ces mots, je suis un peu maladroit, mais je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que je suis infiniment admiratif et que nous sommes tous infiniment admiratifs de ce qu'ils font sur place. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole, Monsieur
Monsieur Richard. La parole est maintenant notre collègue Olivier Léonard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, notre émotion, l'émotion de nos concitoyens est à son comble depuis l'annonce de la mort de nos 13 soldats dans cette collision de 2 hélicoptères au cours d'une opération de combat au Mali ce lundi 25 novembre. Au nom de tous les collègues de mon groupe, je souhaite rendre hommage au courage de ces héros qui ont péri ensemble dans cette tragédie. Je tiens à honorer leur mémoire et je veux adresser notre soutien le plus profond aux familles endeuillées. J'ai naturellement une pensée particulière pour notre collègue Jean-Marie Bockel et sa famille. À cet instant, et alors qu'un hommage national sera rendu lundi aux Invalides, il m'apparaîtrait crucial de réaffirmer notre soutien aux 4500 soldats engagés sur le terrain pour combattre le terrorisme islamiste qui nous frappe, aussi ici en France et en Europe. Par-delà les débats que certains voudraient engager sur la stratégie de la France dans la région du Sahel, je veux rappeler deux choses à la fois simples et pourtant fondamentales. Sans l'opération Barkhane, le Mali, pays de la France, serait aujourd'hui sous la domination de nos ennemis. Car au Mali, la France fait face, trop seule, à l'organisation des États islamiques au Grand Sahara. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que je souhaite vous interroger, Monsieur le Premier ministre. Dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, et alors que la France protège toute l'Europe dans cette opération, quelles initiatives comptez-vous prendre pour obtenir un soutien militaire renforcé de la part de nos alliés européens qui sont de fait directement concernés? Quelles initiatives diplomatiques et politiques la France prend-elle auprès de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies pour avancer vers une stabilisation économique et institutionnelle dans cette région? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Léonard. Je tiens d'abord à excuser l'absence de Florence Parly, qui a tenu à se rendre au Mali aux côtés de nos forces armées suite au drame et au décès de nos 13 militaires français qui ont trouvé la mort lundi au cours d'une opération de combat contre les groupes armés djihadistes dans le Liptako malien. Je voudrais vous remercier, la représentation nationale ici pour votre soutien indéfectible pour nos forces armées et je dois vous dire que notre ministère et la communauté de défense est très sensible au soutien de la nation dans les moments difficiles mais aussi tout au long de l'année. Monsieur le sénateur, la France reste plus que jamais engagée aux côtés du Mali. Nos axes d'effort à court terme, c'est d'abord soutenir les armées locales et la force du G5 Sahel. Et outre notre soutien en équipement, cela passe par des opérations conjointes comme l'opération Bourgou 4, menée justement ces dernières semaines et appuyée par Barkhane, qui a permis de neutraliser nombre de terroristes et qui a permis de saisir de très nombreux équipements. La France veut mobiliser les Européens pour lancer la task force Takuba, déploiement de forces spéciales européennes en accompagnement des Maliens. Et Monsieur le Premier ministre vient de le dire, la solution n'est pas que militaire. L'accord de paix doit être mis en œuvre et nous devons progresser en matière de gouvernance et de développement. C'est au gouvernement malien qu'il appartient de jouer un rôle moteur. Son engagement à désarmer toutes les milices et à aller au bout du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion doit être suivi des faits. La France est prête à aider les Maliens à faire face à la crise du centre. Et le Premier ministre malien s'est rendu dans le centre et a permis la signature d'accords locaux, ce qui est un pas supplémentaire. Le retour de la sécurité et de la justice est impératif, mais il faut également traiter les causes profondes de la crise en appuyant le redéploiement accéléré de l'État et des services. C'est la priorité de notre appui, notamment avec l'Alliance Sahel. Merci Madame la Ministre. La parole est
À notre collègue Pierre Louot pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, à Paris comme dans un certain nombre de villes françaises, nos agriculteurs sont dans la rue. Après l'espoir porté à travers la loi dite Egalim et les états généraux de l'alimentation, les agriculteurs de notre pays sont amenés à constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances qu'ils ont nourries et que collectivement nous voulons leur donner depuis tant d'années. Une réalité nous rattrape encore et toujours, celui des prix agricoles. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est de la responsabilité de votre gouvernement. Aujourd'hui, il y a 450 000 Français qui se lèvent tous les matins à 6 heures, qui travaillent 7 jours sur 7 et qui pour moitié ne gagnent même pas le SMIC et pour un quart d'entre eux ont des revenus inférieurs au RSA. Et pourtant, ce sont ces milliers de paysans qui nourrissent les 68 millions de Français, de nos concitoyens, et ont pour seul retour les attaques des doctrinaires environnementaux et animalistes. Les agriculteurs font des efforts considérables. Ils ont acquis une grande capacité de remise en cause, comme peu dans notre société. Les pratiques agricoles évoluent pour améliorer la qualité des produits. La disparition du glyphosate détruira les espoirs des agriculteurs et notamment ceux qui sont les plus performants sur la conservation des sols. Malgré tous ces constats, le phénomène d'agribashing s'acharne, mitraille, harcèle l'agriculture de ce pays. Monsieur le ministre, comment redonner une raison de vivre aux agriculteurs? Comment leur permettre de gagner leur vie? Comment redonner une raison d'être face à ces bourreaux des agriculteurs qui les emmènent tout droit au suicide? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Louot. Aujourd'hui, selon le comptage du ministère de l'Intérieur, 1086 tracteurs sont sur Paris. C'est un très haut chiffre et c'est une très grosse mobilisation. De même que dans beaucoup de capitales régionales, il y a beaucoup de manifestations et de blocages. Pourquoi? Et vous l'avez dit dans la deuxième partie de votre question, tout simplement parce que les agriculteurs en ont marre du dénigrement permanent. Les agriculteurs, je vais y venir, les agriculteurs en ont marre de se faire insulter lorsqu'ils épandent dans un champ. Les agriculteurs en ont marre d'avoir eu 70 agressions, attaques dans des élevages, y compris par des parlementaires de la République, Madame la Présidente. Et les agriculteurs, et encore ce week-end, 3 bâtiments d'élevage ont été brûlés. C'est inacceptable et il faut le condamner fermement. Et toutes celles et tous ceux qui trouveront des explications à cela seront complices de la détresse et de l'agribashing. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que je veux vous dire, c'est que nous essayons de travailler pour qu'ils aient un revenu décent. Mais aujourd'hui, la grande difficulté qu'il y a pour l'agriculture, c'est que les agriculteurs sont la seule profession en France qui ne fixe pas leur prix. La seule profession qui vend en dessous de ce que ça leur coûte. Et c'est inacceptable. Et c'est pour ça que... Mais je répondrai à Madame la Présidente Prima tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle ce qui a été fait dans le cadre de la loi Egalim n'avait jamais été tenté jusqu'alors. C'est l'inversion de la construction des prix pour y arriver. Ça a été décidé par toute la profession agricole confondue, décidé par les parlementaires, par les États généraux, et nous essayons de le mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame la Présidente Sophie Primas pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Nous avons dans ce pays une chance insolente, c'est celle de notre pays qui dispose d'une situation exceptionnelle pour que notre agriculture puisse répondre à bien des enjeux. Souveraineté alimentaire, transition écologique, sécurité sanitaire, nouvelles énergies. Mais nos agriculteurs sont aujourd'hui perdus, totalement perdus. Et la colère qui monte aujourd'hui à Paris, autour de Paris, est un cri.
Monsieur le ministre, notre agriculture est en grande difficulté, alors ma question est simple. Comment comptez-vous répondre aujourd'hui à la détresse des agriculteurs dans la rue? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Dans cet hémicycle, j'ai travaillé à 3 lois agricoles. À la LMAP de Bruno Le Maire, le titre de la loi, c'était « de redonner du revenu aux agriculteurs ». À la loi d'avenir de Stéphane Le Foll, dont le titre était « Il faut que les agriculteurs vivent de leur travail ». Et la loi Egalim de Stéphane Travert en disant « On va inverser la construction des prix ». Eh bien, je suis au regret de dire que depuis 15 ans, tout gouvernement confondu, la France n'a pas réussi à donner un revenu décent à ses agriculteurs. Et c'est là le drame. Alors, je pense que nous participons tous à cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi Egalim, un pari a été tenté. C'est le pari de l'inversion de la construction des prix. C'est le pari de faire en sorte que ce soit les filières qui fixent leurs prix. Et j'ai remarqué d'ailleurs dans l'excellent texte qui est en préparation que vous ne revenez pas là-dessus dans votre PPL, Madame la Présidente. C'est dire si le choix qui a été fait aux États généraux et dans la loi Egalim d'inversion de la construction des prix co-construit avec les syndicats agricoles vous n'y revenez pas, vous avez raison. Pourquoi vous avez raison de ne pas y revenir? Parce qu'il y a 2 ans d'expérimentation et vous savez très bien que l'année dernière, la loi n'était pas en application, les ordonnances n'étaient pas prises et donc ça ne pouvait pas fonctionner. La 2e année d'expérimentation, c'est cette année. La présidente de la FNSEA l'a encore dit la semaine dernière. C'est cette année qu'on verra si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, alors il faudra y revenir. Mais moi, je crois à l'intelligence collective. Je pense que nos entreprises de l'agroalimentaire qui font du bon travail vont pouvoir avancer. Je pense que la grande distribution va pouvoir payer différemment les choses. Mais je crois surtout que la mobilisation d'aujourd'hui des agriculteurs, je vais devoir partir parce que je les reçois tout à l'heure, va contribuer avec le travail des parlementaires et du gouvernement à faire évoluer cette situation. Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, votre réponse me déçoit car il ne s'agit pas de la loi Egalim, mais il s'agit du destin de l'agriculture. Et ce que je pointe aujourd'hui, c'est les contradictions entre le discours et les actes qui sont, à mon avis, au cœur du malaise agricole. Vous dites soutenir la transition écologique, mais rien dans votre budget pour accompagner significativement une modification profonde des modes de production. Vous mettez en place une interdiction des produits phyto, mais rien pour certaines filières dans l'impasse, comme le souligne votre propre majorité. Vous avez fait adopter la loi Egalim, censée sauver le revenu agricole, mais elle ne porte que sur 20% de ce revenu et la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Vous dites soutenir la compétitivité des exploitations, mais la même loi augmente les charges et le différentiel est devenu insoutenable et nous n'avons jamais autant apporté. Vous pariez sur la montée en gamme, mais vous soutenez les accords commerciaux qui ouvrent nos marchés à des produits qui ne répondent pas aux exigences de production. C'est le cas du CETA et c'est le cas de l'accord sur les viandes bovines américaines que le Parlement européen s'apprête à voter demain. Vous dites préparer l'avenir, mais vous laissez se préparer une PAC avec une renationalisation des budgets qui favorisera une concurrence intra-européenne mortifère. Monsieur le ministre, je crois sincèrement qu'il nous faut une grande loi, un grand projet de loi de programmation pluriannuelle agricole dans lequel nous parlerons de l'innovation, de la formation, des investissements durables et qui offrira un cap à nos agriculteurs, une ambition à notre pays, un cap qui donnera confiance à nos Français qui oublient trop souvent quelle est notre chance. Merci Madame la Présidente.